Imaginez une île baignant sous un soleil de plomb, entourée d'eau turquoise, mais marquée par des cris, des coups de fouet et des corps brisés sous la chaleur écrasante. La Jamaïque, sous domination britannique depuis 1655, est l'un des épicentres du commerce triangulaire. Ici, les navires négriers déversent des milliers d'Africains arrachés à leur terre natale. Enchaînés, battus, vendus comme de simples marchandises, ils deviennent la force de travail indispensable à la prospérité des plantations de canne à sucre. Comme vous le savez, et j'en parle très souvent, les conditions de vie sont inhumaines. Les esclaves travaillent sous le fouet, dans des champs étouffants, du lever au coucher du soleil. Ils vivent entassés dans des cases insalubres, sous-alimentés, exposés à la maladie, à l'abus et à la mort. Mais comme vous l'imaginez, là où il y a une oppression, il y a aussi une résistance. Dès leur arrivée, certains esclaves décident qu'ils ne se soumettront jamais. Ils fuient vers les montagnes, vers l'inconnu au prix de leur vie. Ce sont ce que l'on appellera plus tard les marrons. Fuir ne suffit pas. Il faut survivre. Et pour survivre, il faut s'organiser. Dans les montagnes bleues de Jamaïque, loin des plantations et des colons, se forment des communautés de résistants. Ces marrons deviennent des chasseurs, des guerriers, des stratèges, transformant la nature hostile en une forteresse imprenable. Ils développent des tactiques de guerre inspirées des stratégies africaines. Ils utilisent les tambours pour communiquer à distance, tentent des embuscades foudroyantes et construisent des villages dissimulés sous la canopée dense. Parmi ces bastions, la team, un nom résonne avec force, Nanny Town. Les colons britanniques considèrent ces marrons comme une menace. Ils les qualifient de sauvages, de rebelles, mais en réalité, ils sont bien plus que cela. Ce sont des hommes et des femmes qui refusent d'être dépossédés de leur humanité. Et à la tête de cette insoumission se tient une femme dont la seule mention du nom inspire crainte et respect. Comme vous l'avez compris, dans le titre ainsi que dans la miniature, il s'agit de Queen Nanny. Qui était Queen Nanny avant d'être une légende? Les sources historiques sont rares malheureusement, mais les récits oraux et les traditions marronnes nous offrent un aperçu de cette figure hors du commun. On estime qu'elle est née aux alentours de 1684, probablement issue du peuple Akan du Ghana. Ce peuple possède une longue et ancienne tradition de guerriers et de leaders spirituels, ce qui explique peut-être la force et l'influence de Queen Nanny. Comme des milliers d'autres, elle aurait été capturée et déportée en Jamaïque. Mais contrairement à beaucoup d'autres par contre, elle ne s'est jamais soumise. Les traditions orales la considèrent comme une prêtresse au béat, une figure spirituelle puissante qui possédait des connaissances mystiques et une connexion profonde avec les ancêtres. Certains récits lui attribuent même des pouvoirs, des aptitudes surnaturelles. Elle aurait été capable de dévier les balles, de rendre ses guerriers invisibles et d'utiliser la nature elle-même comme une arme contre les Britanniques. Queen Nanny n'était pas qu'une simple révoltée. Elle était une visionnaire, une stratège, une mystique et une combattante. Une femme qui allait, comme vous l'avez compris, transformer la vie des marrons, leur destin et leur histoire à jamais. Au début du XVIIIe siècle, la Jamaïque est une poudrière d'oppression et de révolte. Les Britanniques contrôlent l'île d'une main de fer, imposant un système esclavagiste brutal basé sur l'exploitation de la canne à sucre et du café. Mais dans l'ombre, loin des exploitations, une force insaisissable se prépare à résister. Les marrons de Queen Nanny. Pendant des années, Nanny a organisé son peuple, les préparant à un affrontement inévitable avec l'Empire britannique. Elle le sait bien que les soldats anglais sont beaucoup mieux armés, mieux entraînés, et qu'ils n'hésiteront pas à écraser toute tentative de révolte. Et pourtant, elle ne voit pas l'armée coloniale comme une force invincible. Au contraire, elle comprend que leur plus grande faiblesse, c'est leur ignorance du terrain. Les marrons ne sont pas une armée conventionnelle. Ils sont des guerriers de l'ombre, maîtrisant parfaitement la jungle dense et impénétrable des montagnes bleues de Jamaïque. Chaque arbre, chaque ravin, chaque ruisseau devient une arme entre leurs mains. Parlons de l'art de l'embuscade. Les marrons tentent des pièges dans les sentiers escarpés, utilisant des fosses dissimulées couvertes de branches et de feuilles. Les soldats britanniques tombent et sont attaqués avant même d'avoir le temps de réagir.
Les marrons surgissent de la végétation, frappent et disparaissent en un instant. Ils utilisent des flèches empoisonnées, des lances, des machettes, rendant la riposte britannique quasi impossible. Pour communiquer, Nani et ses guerriers utilisent des tambours, comme en Afrique centrale, afin de transmettre instantanément des messages à travers les montagnes. Grâce à cette technique, ils coordonnent leurs attaques sans que les Britanniques ne puissent comprendre leur code. Au niveau du paraître, de l'esthétique, ils avaient un camouflage. Ils étaient couverts de boue et de feuillage pour qu'ils puissent encore une fois frapper par surprise, puis disparaître dans l'ombre. Les femmes dansaient dans l'obscurité, projetant des ombres mouvantes sur les visages marqués par la guerre. Après plus d'une décennie de guerre incessante, un choix se profilait. Soit continuer la guerre, mais avec l'incertitude du lendemain, ou sinon négocier avec l'ennemi. Donc après avoir atteint ce point de rupture, les Britanniques, pourtant sûrs de leur supériorité, je parle bien de supériorité militaire, étaient à bout. Les embuscades incessantes, la guérilla impitoyable menée par les marrons, l'épuisement des ressources, tout cela forçait l'Empire britannique à revoir sa stratégie. D'un côté, les marrons étaient fatigués, mais toujours invaincus. De l'autre, comme je le disais, les colons britanniques, confrontés à une guerre ingagnable, perdaient de patience. Les plantations, comme vous l'imaginez, étaient régulièrement incendiées, d'autres esclaves prenaient la suite pour rejoindre les marrons, et l'administration coloniale n'avait plus les moyens, ni financiers ni militaires, de supporter ces pertes. C'est ainsi qu'en 1739, un événement sans précédent se produit. La couronne britannique accepte de négocier avec des esclaves en rébellion. Un fait, il faut bien le noter, unique dans toute l'histoire de la Caraïbe. De ce fait, qu'est-ce qu'obtiennent les marrons? L'indépendance officielle de leur village en échange de la paix, des terres garanties par le gouvernement britannique et le droit de s'auto-gouverner, donc avant les révoltes de Saint-Domingue, une première dans l'histoire de la Jamaïque coloniale. Mais, parce qu'il y a toujours un mais la team, vous le savez, en contrepartie, les marrons s'engagent à ne plus jamais attaquer les Britanniques et ils doivent capturer les esclaves en fuite et les remettre aux autorités britanniques. Et comme vous l'imaginez, c'est cette dernière clause qui pose vraiment problème. Queen Nani et ses guerriers ont passé leur vie à combattre l'esclavage, à libérer leurs frères et leurs sœurs, et maintenant, ils sont contraints d'en devenir les chasseurs. Un dilemme moral terrible. Comme vous l'avez compris, pour Queen Nani, cette victoire est amère. Cette négociation n'a rien d'un triomphe total. Elle sait que l'indépendance des marrons est essentielle, ça elle le sait. Mais elle est consciente que ce traité représente un prix terrible à payer. Ce jour-là, Queen Nani fit ce que tout grand leader doit faire. Elle choisit le moindre mal pour la survie du groupe, de son peuple. Mais elle savait bien que le combat ne faisait que commencer, mais commencer d'une autre manière. Queen Nani a disparu depuis plus de 250 ans. Mais son histoire continue de vivre dans chaque pierre des montagnes bleues de la Jamaïque, dans chaque battement de tambour marron et dans la mémoire de cette même Jamaïque. Comment une femme, arrachée à son continent natal et réduite en esclavage, est-elle devenue un symbole de liberté immortelle? Comment son nom a-t-il survécu au-delà des siècles, défiant bien sûr l'oubli imposé par l'histoire coloniale? Pendant des siècles, l'histoire coloniale britannique, comme vous l'imaginez, a tenté d'effacer Queen Nani des récits officiels. Son existence était réduite à des légendes ainsi que des contes populaires. Ce n'est qu'au XXe siècle que la Jamaïque, donc post-indépendance, commence à réhabiliter son image. En 1975, Queen Nani est officiellement déclarée héroïne nationale de la Jamaïque, la seule femme à recevoir ce titre. Son portrait figure maintenant sur les billets de 500 $ jamaïcains. Des sites historiques comme Nani Town sont classés au patrimoine national. Donc vous l'avez compris la team, plusieurs actions ont été menées par l'État national de la Jamaïque pour reconnaître l'identité, réhabiliter l'image de cette femme incroyable, Queen Nani. Mais Queen Nani n'est pas seulement une figure historique, elle est aussi une icône culturelle et spirituelle. Son nom est transmis à travers les générations par les récits oraux, la musique et l'art jamaïcain. Il existe encore des chants traditionnels marrons qui évoquent encore aujourd'hui ses exploits avec ses guerriers. Plusieurs artistes de reggae, comme par exemple Mutabaruka et Burning Spear, ont fait référence à elle dans plusieurs de leurs chansons.
Des écrivains afro-caribéens ont consacré des poèmes et des romans à son histoire. Donc vous l'avez compris, Queen Nani n'a pas seulement lutté pour la liberté de son peuple, elle est devenue un symbole puissant de la résistance des femmes face à l'oppression. Aujourd'hui, elle est une référence pour les mouvements féministes et décoloniaux en Jamaïque, mais pas que, dans toute la diaspora africaine. Comme je le disais, des activistes caribéens la citent comme modèle de leadership féminin. Son histoire est désormais enseignée dans les écoles jamaïcaines et dans les études afro-caribéennes à travers le monde. Actuellement, des groupes de femmes marronnes perpétuent ces rituels et ces traditions spirituelles. Revenons quelques décennies avant. Après la signature du traité en 1739, la guerre contre les Britanniques s'arrête officiellement. Mais pour Queen Nani et son peuple, une autre bataille, comme je le disais, commence. Celle de la survie en tant que communauté libre dans un monde où l'esclavage reste encore la norme. Dès l'officialisation du traité, les Marrons s'organisent pour pérenniser leur liberté. Nani Town, bien que détruite pendant la guerre, laisse place à d'autres villages fortifiés où la culture africaine reste centrale. Les villages, par exemple, sont dirigés par des conseils d'anciens, comme en Afrique ancestrale, avec donc une organisation similaire à l'Afrique de l'Ouest. Queen Nani reste donc une figure influente, bien qu'elle ne soit plus en première ligne du combat militaire. L'Obéa, donc la spiritualité afro-jamaïcaine, continue de jouer un rôle crucial dans l'unité des Marrons. Et là, vous pourriez vous dire pourquoi son histoire est-elle si essentielle, si cruciale aujourd'hui. Elle incarne la résistance à l'oppression et la quête de liberté. Son héritage, comme vous l'avez compris, influence les mouvements panafricanistes et les luttes contre le racisme. Sa mémoire est une réponse aux récits coloniaux qui minimisent la résistance des peuples asservis. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus si vous étiez déjà au courant, ou peut-être que vous avez pris connaissance de cette histoire maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, comme je disais. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, et surtout la team, activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!